public à l'épargne, c'est le principe de toucher à la poche de l'épargnant, de petit investisseur. Espérons que le mot ne soit pas péjoratif. Et contrairement à l'investisseur averti qui soit institutionnel. Nous savons très très bien la situation ou bien le dynamisme des investisseurs institutionnels sur le marché financier. Et il serait donc le rôle du régulateur est de protéger l'épargnant non averti. Comment passer d'une dimension investisseur institutionnel, investisseur privé, vers une autre dimension investisseur averti, qui peut ne pas être institutionnel, et investisseur non averti. Auquel cas, le souci du principe de protection de l'épargne est de protéger l'investisseur non averti. Ça, c'est côté investissement. Il y a le point de jonction entre les deux à l'admission d'une société sur ce marché, c'est ce fameux prospectus. Et tout le processus du listing, tout le processus de l'admission à la cote de la bourse. Donc, partant de là, quel est le processus idéal pour le profil d'entreprise que l'on souhaite venir, sachant qu'il y a un point très très important avant de passer, transmettre la question à notre ami expert Zafar. Il ne faut pas se contenter en termes d'exigence d'information au niveau de prospectus. On sait très bien que derrière le prospectus, il va y avoir un visa. Mais il y a tout un processus d'information par la suite qui continue. Et à mon sens, c'est là où il y a le plus de défaillances. D'ailleurs, cette défaillance ne touche pas que les PME, ça touche aussi les grandes entreprises. Pas à l'admission, parce qu'on est obligé de produire un prospectus qui comporte toutes les informations nécessaires, mais par la suite dans la continuité de l'information. Donc, ma question s'oriente à Zafar. D'après vous, vu le profil, on cherche à attirer des PME pour ce marché-là. Quel est le meilleur processus du listing, d'une part, et d'autre part, je pense que vous êtes au milieu de votre diagnostic. Vous avez déjà une idée presque claire sur notre processus d'admission au niveau du marché alternatif. Qu'en pensez-vous ? Merci. The role of and the responsibility of both the exchange and the capital market authority is a very difficult one. Obviously, on the one hand, they have to ensure there is sufficient regulation to protect market integrity and to develop investor confidence in the markets. But on the other hand, they cannot over-regulate so as to discourage the SMEs from listing on the stock exchange and accessing the capital markets. And it's very important to find the proper balance. And what the regulation must recognize and reflect is that depending on the size and the nature of the company, there are different considerations that have to be taken into account at the initial stage and on a going forward stage once the company is listed. And that is why, obviously, they have created two markets, the main market and the alternative market. However, based on the information that we've been provided with so far, it appears that there is not sufficient differentiation between the regulation applicable to the larger companies and the regulation applicable to the smaller companies. And this is most definitely a barrier for the smaller companies to access the markets, because to a large degree, they're being required to comply with requirements that are geared towards much larger companies. And these requirements, often they have a cost associated with them that the SMEs are unable to take on at such an early stage in their development. So what the regulators, and I understand the regulators are working towards, is to create more specific rules applicable to the smaller issuers. And this doesn't mean that there will be less regulation necessarily. It just means that it'll be more specific regulation that more properly takes into account the circumstances of the smaller issuers, both in terms of their stage of development, their financial resources, their history, and what their immediate business plans are, versus the larger corporations, which are obviously more developed and, which are obviously more developed
and can afford to satisfy the various regulatory requirements that are currently in place. And in terms of the general steps that and considerations that the regulators will need to take into account is one of the first things they'll need to do is that they'll need to draw a line of what type of issuer is a main market issuer, and below that, what type of issuer is an SME and is more suited for the alternative market. And then within the SME section, they have to draw a line at the bottom saying, if they're below this level, we won't list them. Then the regulators must clearly define then this type of issuer is suitable for the alternative market, this type of issuer is suitable for the main market. The regulations that these issuers will be subject to will be specified and will be tailored directly towards the larger issuers. And then for the smaller issuers, there will be separate regulation, separate rules, which is more tailored to that characteristic of a company. And what this will ideally will do, it will give the SMEs from the outset a better idea of what it is that they need to do in order to qualify to list on the alternative market. Ideally, the listing requirements will be, given that it's a smaller entity with less of an operating history and I guess fewer financial metrics on which to evaluate the company, the more important considerations may be things such as the quality of the management team. Have these individuals been involved with other companies that have been successful, and is that then something that can be relied upon as an indicator of this company being properly managed and having the ability to properly comply with the regulations at the initial stage and going forward. In a lot of cases for the smaller issuers, the quality of the management team is the most important factor in their success and also in terms of their continued compliance with the regulations. And then almost secondary to that is the actual financial position of the issuer, which obviously is important, but again, at such an early stage of development of the company, there can't be an expectation that these issuers will have a guaranteed business plan going forward, that in 5 years they will be profitable or anything like that. There is obviously a greater risk profile for the smaller issuers, and that has to be accepted and reflected in the regulation. You cannot refuse to list a company simply because there are greater risk associated with a smaller company versus a larger company, but you have to draft the regulations and impose procedures that ensure that those risks are properly disclosed to the investors, so the investors are able to properly assess the risk of the investment, the merits of the company, and proceed on that basis. And again, it's a very important factor that investors are made aware of the different risks associated with the smaller companies versus the larger companies. And in the absence of that, you will have problems with market integrity. You will have problems with investor confidence in the market. And that is, for the alternative markets, for the smaller markets, that is probably the most key consideration, is to ensure that the investors are aware of the risks associated with investing in small companies. The fact that they may lose all their money, the fact that the company may fail. And again, in my view and in my experience, if proper disclosure is made and if the intermediaries, namely the stockbrokers, properly advise their clients and assess their clients' financial means, they should properly then be able to advise the investors whether or not this is a suitable investment for the individual. And that, in terms of the capital market authorities and the stock exchange, to a certain degree, they need to push that responsibility onto the brokers and not take it on themselves, because that's a very difficult thing for the regulators to do on a case-by-case basis. So. If I could, just a couple of other comments. One, we certainly understand and agree that the primary obligation of a financial market regulator is to protect investors and protect their savings. But
we see that there ought to be a distinction between protection and paternalism, where a regulator says, we don't think you understand the risks. We don't think you're able to assume the risks. And there's a bright line between the different types of exchanges that Zafar has worked on, I have worked on, between a mature market, which has companies that are well established and profitable and well run, and riskier markets, where you have startup companies, companies that are in very early stages of development, and yes, the chances of failure are much greater. The risks are much higher. But as Zafar said, if you properly disclose to the investor, this is a new company. It has very limited operating history. It has very limited commercialization. Its operations are in their infancy. And if you invest, you might lose your principal. On the other hand, you might find the next Google or the next Facebook, because that's where they start. And if an investor is willing to take that risk, understands the risk and assumes the risk, then the role of the regulator is simply to make sure of that. Not to say, no, we're sorry, that's too risky for you. That's for me to decide. It's my pocketbook, and I need to make that decision on my own. The other thing is, as Zafar said, when we first looked at the Tunisian regulations, the law, several months ago, the thing that jumped out at us was the lack of a distinction between the listing requirements. And in more developed markets, in Canada, the UK, United States, when you have a startup company with an alternative market, the listing standards are much more streamlined. They're much easier to fulfill, and the process, even the registration statement that you file with the Securities and Exchange Commission, is a different form. It's a much smaller, abbreviated version of a registration statement. The idea is to attract these small companies to the exchange, to the capital markets for capital formation to develop their business. And the thing that we noticed was, apart from a couple of minor distinctions in terms of capital requirements and longevity, the requirements were identical. So in a sense, it's not really an alternative market at all, because the standards are virtually identical. And that has to change if you are going to attract these SMEs and make this a viable place for them to come to access the capital markets. Merci Zafar, merci James. Justement, la réponse a été vaste et je dirais même qu'elle a empiété sur les questions qui viennent après. Donc si j'ai bien compris, il faut bien ségréguer au niveau du profil des entreprises entre le marché principal et le marché alternatif, pour éviter toute confusion et pour permettre de répondre aux besoins de l'économie tunisienne, qui est essentiellement le financement de l'entreprise tunisienne, et sachant qu'il y a 95% des entreprises qui sont des PME, donc c'est là où il y a le gisement. Pour pouvoir distinguer entre le profil des entreprises, il faut également distinguer au niveau du profil des investisseurs. Alors, je reviens dans cette question d'investisseurs sophistiqués ou investisseurs avertis contre investisseurs non avertis. Si on se place dans cette dimension-là, et là je reviens vers toi, Fadel, pour cette question, si on se place dans cette dimension-là, en Tunisie, quelle serait cette catégorie d'investisseurs avertis? Et je pose d'autres questions, je me fais un peu l'avocat du diable, excusez-moi le terme. Est-ce que ça ne dérangerait pas ces investisseurs de se déclarer investisseurs avertis, donc d'être identifiés directement par le régulateur ou par une autre instance, avec toutes les conséquences qui peuvent arriver? C'est-à-dire, quels sont les points positifs et les points négatifs? Ça, c'est la première partie de la question. Et deuxième partie de la question, est-ce que cela signifie qu'on consacrerait ou qu'on réserverait
l'accès au marché alternatif qu'aux investisseurs avertis. Et troisième composante de la même question, la ségrégation entre différentes catégories d'investisseurs devrait-elle être faite au niveau du régulateur avec une identification claire ou bien au niveau du teneur de compte, c'est-à-dire, dans ce cas-là, l'intermédiaire en bourse comme étant le fournisseur de services d'investissement de son client. Merci Adel. Je souhaiterais simplement commenter ce qui a été dit par nos experts. Moi, je suis totalement d'accord pour savoir mettre le curseur réellement de ce qu'on doit demander à une entreprise qui vient dans le marché central par rapport à une entreprise qui vient dans un marché secondaire alternatif, appelez-le comme vous voulez, mais un autre compartiment. Et deux, le fait que le CMF tunisien ne réagisse pas comme dans un comportement, comme ils ont très bien dit, paternaliste, mais simplement pour être certain que l'information d'un risque élevé d'un actif a été bien communiquée à l'investisseur. Ça, je suis totalement d'accord avec cette démarche. Ensuite, pour répondre à la question de Adel, il faut bien comprendre la cartographie des investisseurs tunisiens. Aujourd'hui, et j'insiste sur le mot petit porteur, et j'insiste surtout sur le fait que ce n'est pas du tout dans notre bouche, à Adel et à moi, un terme péjoratif, c'est le seul terme qui décrit un individu qui intervient en bourse. Ces petits porteurs, c'est une différence complète entre la terminologie de petit porteur et les montants qui sont investis par ce soi-disant petit porteur en bourse. Chacun de nous, au niveau des intermédiaires en bourse, a des gros comptes d'individus de plusieurs millions de dinars par moment d'investissement. La littérature considère que ces gens ne sont pas sophistiqués assez pour bien comprendre le risque. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette approche parce qu'un épargnant qui est arrivé à un niveau d'épargne très important, je ne pense pas qu'il n'ait pas l'intelligence suffisante pour faire le distinguo entre les classes de risque. Cependant, moi j'agis en tant qu'intermédiaire en bourse et je souhaiterais que la réglementation soit un peu plus sophistiquée dans le sens où l'intermédiaire devrait recueillir de chez son client une signature dégageant quelque part la responsabilité de l'intermédiaire. Parce qu'il est clair aujourd'hui que nous subissons des réactions assez par moments épidermiques de la part de notre clientèle qui ne comprennent pas des comportements boursiers, même sur le marché central, qui est censé être plus protégé, sur lequel... Et d'ailleurs, au passage, puisqu'un avatar et un mélange n'arrivent jamais seuls, chacun de nous ici dans la salle sait qu'il y a des valeurs qui sont sur le marché central qui ne devraient pas y être. Chacun de nous sait qu'il y a des valeurs qui sont en situation de fonds propres en grosse difficulté qui continuent à être cotées. Donc il faudrait déjà commencer par faire un peu le ménage. Bien sûr, la question qui serait logiquement posée à un président de la bourse, vous n'avez qu'à la radier. Vous avez raison de le penser, mais ce n'est pas aussi simple que vous le croyez. Parce qu'on n'est pas précisément dans un pays où on peut radier une valeur de la cote aussi facilement qu'on le croit. Donc pour revenir à la question, moi je suis parmi ceux qui croient que oui, il faut faire le distinguo. Ce distinguo doit être mis entre les mains des intermédiaires en bourse et non pas du régulateur. C'est simplement pour dégager un tant soit peu la responsabilité de l'intermédiaire en bourse quand il s'agit de vendre des classes d'actifs qui sont hautement risquées du fait que l'entreprise peut être totalement une entreprise qui est en start-up et afin de sécuriser l'investissement ou sécuriser du moins la relation commerciale entre l'intermédiaire en bourse et son client. Ensuite, un élément très important, c'est le rôle du listing sponsor. Ce rôle-là doit être complètement redéfini. Les uns et les autres, les textes ont été bien compliqués à un moment. On ne comprend pas quel est le rôle et surtout quelle est la responsabilité du listing sponsor. Parce que quand la société émettrice ne souhaite pas communiquer au listing sponsor les informations qu'il faut, quelle est la responsabilité de ce listing sponsor? Derrière la relation avec le listing sponsor, il y a aussi l'animation du marché. Il est clair que si nous allons vers une bourse, ça veut dire un marché secondaire, c'est pour avoir un minimum de liquidité sur le titre. Il faudrait aussi intervenir sur les market makers sur ce marché. Comment doivent-ils se comporter? Est-ce que c'est par des fourchettes de prix fermes
ou bien par des contrats de liquidité qui doivent au passage être complètement remis à l'ordre du jour au niveau de la réglementation parce qu'ils sont très difficiles à mettre en place aujourd'hui. Donc voilà, ça fait beaucoup d'obstacles à l'émergence de ce marché alternatif. De toute façon, je n'invente rien, les résultats sont là. Le marché alternatif a été créé en 2005, tout feu, tout flamme, tout le monde était content de le voir venir. On pensait même mettre un pan invraisemblable entre la mise à niveau auprès du ministère de l'Industrie et le marché alternatif, où on allait quasiment balancer une 150 ou 200 entreprises qui devaient passer, toutes les entreprises qui ont fait les mises à niveau, etc. Parce qu'il faut savoir quelque chose, pour terminer, en Tunisie, contrairement à ce qu'on dit maintenant, parce que maintenant on a tendance à forcer la dose, la mise à niveau a été un excellent plan. Et cette mise à niveau a été un plan qui a sauvé beaucoup d'entreprises tunisiennes et qui a aidé beaucoup d'entreprises tunisiennes. Cependant, la mise à niveau ne s'est pas accompagnée par une mise à niveau des fonds propres. Nos entreprises se sont mises à niveau d'un point de vue de l'environnement, du marketing, de savoir mieux exporter, d'être mieux organisées, d'avoir un meilleur taux d'encadrement. Il y a eu une véritable révolution des gens qui ont suivi cette mise à niveau. Mais malheureusement, cette mise à niveau n'a pas été suivie par un point quand même central dans l'entreprise, qui est un niveau adéquat des fonds propres par rapport à l'activité de la société. Je reviens à mes amis banquiers commerciaux qui ne nous ont pas beaucoup aidés en endettant ou en surendettant ces entreprises quand même au passage. Merci Fadl. Et on a parlé des émetteurs, on a parlé des investisseurs. Il faut aussi parler du point central qui est l'organisation du marché. La structure actuelle du marché alternatif, comme je disais tout à l'heure, c'est un compartiment du marché principal où les règles de fonctionnement à sa microstructure, c'est pratiquement la même que le marché principal, c'est-à-dire un marché totalement dirigé par les ordres. Ça, c'est un constat. Bien sûr, au niveau de la réflexion, je me rappelle bien, puisque nous avons participé à la conception, à la création de ce marché-là, nous avons imaginé d'autres modèles, mais rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons fini par opter pour une création d'un marché dans un système réglementaire stable qui ne changerait pas pour ce marché-là. Donc, on a abouti à un compartiment qui est dirigé par les ordres. Nous savons très bien, en termes de microstructure de marché et de formation de prix, qu'un marché dirigé par les ordres offre l'avantage de la réduction du coût de transaction. Une transaction est à moindre coût dans un marché où les offreurs confrontent les demandeurs eux-mêmes, investisseurs qui veulent sortir, sans passer par l'intermédiaire. Donc, ça a l'avantage de réduire le coût global de la transaction. Mais ça a quand même des inconvénients, c'est que dans des marchés où la quantité de titres n'est pas abondante, où le flottant est relativement faible, il est clair qu'un vendeur pourrait placer ses ordres sur le carnet d'ordre, devrait attendre un certain temps avant de réaliser cette transaction. C'est-à-dire que c'est une transaction à moindre coût, mais qui devrait prendre le temps nécessaire jusqu'à ce qu'on trouve une contrepartie acheteur. Prenons maintenant l'autre système, sachant qu'on sait très bien que dans le monde maintenant, la plupart des systèmes de modèles de marché sont des modèles hybrides. Personne ne prétend détenir la vérité, en fait. Le deuxième modèle, c'est un modèle d'intermédiation de marché, de market making, de spécialistes qui sont là, qui offrent la liquidité instantanée, ce que nous avons, nous, avec les banques au niveau des marchés d'échange, c'est-à-dire qui vous permettent de réaliser votre transaction directement, non pas avec une contrepartie comme vous, mais avec un professionnel en contrepartie. Bien entendu, ce professionnel doit